tous et tous. C'est un grand distributeur qui intervient après une page de pub, c'est assez normal. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous. Je vais laisser me présenter mes petits camarades. D'abord moi, voilà, puisque j'ai le micro. Donc je suis Eric Cassagne, je suis directeur de l'administration commerciale de la coopérative U. Avec moi. Bonjour, Nicolas Volk, je suis coach Lean chez UTech, la DSI de Coopérative U. Bonjour, Laurent Casartelli, coach Lean Cap Kaizen. Je travaille avec Nicolas chez UTech et j'ai accompagné les équipes Adminco d'Eric Cassagne. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, je ne sais plus quel bouton, c'est moi? Non, c'est toi. Voilà. Donc merci à nos sponsors, hein, j'ai entendu le message avant. Et à toute l'équipe organisatrice qui nous a aidés depuis hier. Alors quelques mots sur la coopérative, voilà, pour savoir un peu de quoi on parle. Donc la coopérative U, c'est à peu près 1800 magasins en France. On en trouve un peu ailleurs également, dans les dom-toms et puis un peu en Afrique. La coopérative est le 4e distributeur en France. Voilà, 12% de part de marché. Voilà, pour situer un peu qui on est, mais je ne suis pas là pour vous parler de l'activité commerciale, mais de notre activité. Alors l'activité de l'administration commerciale, finalement, qu'est-ce que ça recouvre? Pour l'illustrer, je veux simplement vous expliquer ou remettre le fil conducteur d'un produit que vous achetez en caisse quand vous passez dans les caisses de nos magasins. Vous imaginez que le produit, avant d'arriver là, il a fallu le trouver, il a fallu négocier le prix, il a fallu l'acheter, il a fallu le faire circuler, l'approvisionner, le livrer en magasin et le mettre en rayon. Et tout ça, évidemment, qui permet effectivement votre achat au moment du passage en caisse. Ça, c'est la partie, entre guillemets, compréhensible et visible. Et pour faire ça, en fait, il faut des données, il faut des informations. Et donc, l'administration commerciale, donc le service dont je m'occupe, a en charge finalement de collecter, de contrôler, de diffuser l'ensemble des données qui accompagnent le circuit physique produit, finalement, du fournisseur jusqu'au passage caisse, donc le prix d'achat, le conditionnement, etc. L'ensemble des éléments. Alors, quand on met tout ça bout à bout, c'est à peu près 1 million de données qui circulent dans nos systèmes. Quand on regarde l'activité au quotidien, c'est à peu près 100 000 attributs qui sont vérifiés pour que, effectivement, sur l'ensemble de la chaîne, tout ça fonctionne plutôt bien. Alors, l'administration commerciale, c'est deux équipes. Une qui prend en charge ce que l'on appelle le référencement, donc c'est la captation des données en provenance des fournisseurs qui permettent de les créer dans nos systèmes, donc avec toute une série de données qui sont associées. Quand on parle d'un produit, Nutella par exemple, pour parler d'une chose très concrète, c'est à peu près 450 attributs qui sont associés à un produit. Voilà, donc bien plus que simplement un prix d'achat, etc. Donc c'est une entité qui fait donc le référencement. Et une deuxième entité qui gère l'offre, c'est-à-dire qui va positionner ces produits à disposition de nos magasins pour les rendre disponibles soit sur des gammes permanentes, soit sur des gammes promotionnelles. Et donc, le sujet que j'avais à traiter, et qui était un sujet problématique, c'était effectivement le lien entre ces deux entités, une qui référence et l'autre qui met en œuvre, avec un lien de dépendance qui est très fort entre les deux systèmes. Alors Eric, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de mener une démarche Lean à l'administration commerciale? Alors, pour refaire le film, en fait, moi j'ai rejoint la coopérative il y a 1 an et demi. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai découvert ce fonctionnement-là. Donc, je venais d'une autre enseigne de distribution. Et j'ai découvert ce fonctionnement-là. Et j'ai découvert finalement un univers et un monde dans lequel il y avait énormément de difficultés. Donc, on avait finalement une perception générale du service qui était comme étant un facteur de non-qualité dans l'entreprise. Alors vous imaginez bien que toutes les données qui circulent, dès lors qu'il y a la moindre erreur sur la chaîne, vous imaginez les conséquences. Donc un acteur perçu comme un facteur de non-qualité. L'organisation venait de se transformer, donc il y avait une étape de transformation dans les entreprises qui fait que les équipes s'étaient séparées. Une réorganisation comme on en connaît souvent, pas forcément très bien accompagné, ou en tous les cas pas toujours bien vécu par les équipes, et avec le sentiment de nombreuses ruptures de charge, et pour cause, ces actions que je sépare en deux mondes, référencement et offre, étaient auparavant entre les mains d'une seule équipe. L'évolution du métier a fait qu'il était nécessaire de faire cette transformation, et donc effectivement une vraie difficulté à gérer effectivement dans l'entreprise.
Et puis comme souvent, une explication qui vient de problématiques qui sont extérieures. Et donc un choix délibéré de ma part qui était de limiter finalement la réflexion et l'approche au seul périmètre de l'administration commerciale. Cette démarche, finalement, j'ai visé 3 objectifs à travers ça. La première, c'est celle que j'ai mis au cœur, pour moi c'était la plus importante, c'était améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de mon équipe. Quand je suis arrivé, j'ai vraiment découvert une équipe qui était en grande souffrance. Recréer du lien, ça c'était le paradoxe de la situation, parce que c'était l'émanation d'une seule équipe, et je me suis retrouvé dans un contexte où 2 équipes qui auparavant étaient des collègues et travaillaient effectivement ensemble, se retrouvaient en opposition. Et puis le dernier, parce que c'est assez lié forcément avec cette opposition, c'est les problématiques d'efficacité finalement dans les process, et puis le fait d'avoir un ensemble qui était avec de très très nombreuses ruptures de charge et un nombreux retravail dans l'activité. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, devant ces problématiques-là, et puis en ayant en contact les équipes du Lean de la coopérative, finalement, on a échangé sur cet objectif et sur cette ambition de redonner du souffle à cette organisation. Alors, comme d'hab, je crois que je ne vais rien vous apprendre quand on commence à poser un nouveau projet, quand on est manager, hein, voilà. On entend toujours à peu près la même chose. Tu vois bien qu'on ne s'en sort pas, tu vois bien qu'on est débordé, on nous dit qu'on ne fait pas les choses bien, forcément on ne peut pas y arriver avec l'organisation qu'on a. De toute façon, c'est les outils qui nous mettent en difficulté. On sort d'une organisation, tu ne vas pas nous refaire une autre organisation. Et puis bien entendu, le problème, il n'est pas chez nous, il est ailleurs. Si les acheteurs, les fournisseurs qui sont en amont nous transmettaient des bonnes données, le problème serait réglé et notre vie serait plus simple. Ce qui, sur le fond, n'est pas totalement faux non plus. Mais le principe que j'ai posé était simple, c'est on va d'abord commencer par régler les sujets qui sont à notre échelle, plutôt que d'envisager de traiter des sujets qui sont à l'extérieur. On verra ça dans un deuxième temps. Je crois que c'est toi, Nicolas, qui nous explique plus en détail la démarche. Alors c'est une démarche qui s'est déroulée sur 6 mois avec les managers et les équipes, qui reprend les grands principes du Lean. Donc la première étape, c'est d'aller sur le terrain pour mieux comprendre l'activité et voir comment les choses se déroulent du point de vue des clients, des collaborateurs et du processus. Ça a été une étape importante parce que c'est comme ça qu'on a identifié des leviers liés à la qualité de vie au travail, dont on va vous parler par la suite. La deuxième étape, ça a été de définir le challenge avec les managers en répondant à la question « Qu'est-ce qu'on veut réussir ensemble ?» Puis on a embarqué les équipes à travers des ateliers ciblés qui ont été choisis en fonction des conclusions du diagnostic. Et en parallèle de ça, on a travaillé sur l'alignement de l'équipe managériale en répondant à la question « Est-ce qu'on est en train de réussir ensemble le challenge qu'on s'est fixé ?» Et enfin, on a utilisé le PDCA pour résoudre les problèmes et développer les compétences des collaborateurs. Ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est la combinaison entre l'accompagnement sur le terrain et l'alignement de l'équipe managériale qui a permis d'aboutir à un système cohérent et de développer les compétences de tous les acteurs. Laurent, est-ce que tu peux nous parler du diagnostic avec lequel on a commencé ? Alors pour faire un bon diagnostic, il faut des bonnes lunettes. Donc nous, avec Nicolas, on a des lunettes spéciales. D'ailleurs, on voit qu'Eric n'en a pas. C'est les lunettes du Lean. Et ces lunettes, elles permettent quoi ? Elles permettent de voir ce que les équipes ne voient pas. Les équipes, elles ont la tête dans le guidon. Donc le quotidien, les problèmes, elles ont du mal à les voir. Mais ça permet aussi de voir ce que les équipes ne voient plus. C'est-à-dire ce à quoi elles se sont habituées, ce qu'elles ont banalisé et qu'elles trouvent à peu près normal. Mais avec les lunettes du Lean, on ne trouve pas ça normal du tout. Alors on a repris le Toyota Production System, je pense que c'est une représentation que vous devez à peu près toutes et tous connaître, et qui reprend les 3 principes d'analyse que Nicolas a énoncés, c'est-à-dire dans un premier temps le point de vue du client. Vous avez les 2 piliers avec à gauche le temps qui passe et puis à droite la qualité, et donc là on analyse le processus. Et quand on regarde les strates inférieures, le socle, là ça nous permet de regarder l'organisation et de regarder en fait le point de vue des collaborateurs. Le juste à temps, je crois que ça me rappelle une des préoccupations du sponsor, et le point de vue des collaborateurs également, donc ça tombait bien. Alors la première étape du diagnostic, c'est le toit à la maison Toyota, c'est la satisfaction client.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a interrogé les clients internes de l'Adminco, c'est-à-dire l'approvisionnement, les achats et l'équipe offre, et on leur a posé la question, quel est votre niveau de satisfaction sur 10 ? Donc on voit qu'on a deux grandes tendances. Les compétences des personnes ont été plébiscitées, puisqu'elles ont la note de 8,4 sur 10. En revanche, tout ce qui tourne autour des outils, des procédures, des règles, a été noté et évalué à 5 sur 10. Donc ce que l'on a fait avec les équipes, c'est des ajustements sur les règles, l'organisation, qui ont permis d'aplanir les difficultés. En revanche, les outils n'étant pas à la main des équipes, nous n'avons pas embarqué ces sujets. Alors on a regardé le processus et on a regardé par rapport à un indicateur, c'est est-ce que les équipes respectent les dates de livraison. Et il y a depuis le début de l'année 100% de respect des dates de livraison. Donc un indicateur qui est positionné en fin de processus, c'est-à-dire après la boîte noire qu'est l'Adminco, il nous dit que tout va bien. Par contre, il ne nous dit pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Alors le pilier droite de la maison Toyota, c'est la qualité. Donc on voit sur le graphique qu'on a un taux de retouche élevé qui est lié à une non-qualité de l'entrant. Or l'équipe n'a pas la main sur cette non-qualité en entrée. En revanche, ce qu'on a fait, c'est collecter et analyser les retouches pour pouvoir travailler ensuite avec les achats. Quand on regarde en termes de volume ce qui arrive dans les équipes, on s'aperçoit que d'un mois sur l'autre, on a une très forte variabilité des volumes avec un rapport de 1 à 3. Alors on avait bien compris le message d'Eric, mais néanmoins, je n'ai pas pu m'empêcher à un moment donné d'aller le voir et lui dire « Écoute Eric, tes équipes, elles subissent la variabilité, la non-qualité de l'entrant, elles ont relativement peu la main sur ce qu'elles font. Est-ce qu'on ne peut pas embarquer les services amont dans la démarche avec nous ?» Eh bien, mon cher Laurent, c'est une excellente question, mais chaque chose en son temps. Voilà. Donc, à cette question, j'ai répondu de manière très simple en disant, avant de s'occuper des problèmes des autres, on va s'occuper de nos problèmes à nous, et on va régler nos sujets chez nous. C'était pas pour dire qu'il n'y avait pas de problème ailleurs, qu'il n'y avait pas de problématique en amont, mais que finalement, soyons acteurs de nos propres sujets et réglons nos sujets, et après, on aura tout le temps de se tourner vers les autres. On verra que peut-être que c'est ce qui va arriver. La dernière dimension du diagnostic, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Donc on l'a mesuré en 2024 avec le NPS, le Net Promoter Score, qui correspond au pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. En gros, on a posé la question aux collaborateurs, dans quelle mesure vous seriez prêt à recommander votre entreprise pour y travailler ? Donc on voit que le NPS est peu élevé en 2024, et c'est notamment lié à la réorganisation qui a été mal vécue, dont on a parlé tout à l'heure, à la charge de travail et aussi à la non-qualité en entrée. Eric, est-ce que tu peux nous parler de l'exercice de l'étoile du Nord ? Oui, la question finalement, bon, on voit beaucoup de questions qui tournent autour de l'organisation, des pratiques, etc. Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, hein, c'est le fameux quoi du marketing, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et ça, c'est ce qu'on a demandé effectivement aux équipes. Donc, les deux entités, là, donc offre et référentiel, les deux patrons d'entités qui sont dans mon équipe, on leur a dit, on va vous accompagner, on va vous aider, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ? D'abord, qui êtes-vous ? Comment vous décrivez-vous ? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et vous avez donc la phrase que vous avez sous les yeux, c'est finalement, qu'est-ce qu'on est ? On est un collectif d'experts qui contribue à la performance de l'enseigne, qui garantit le timing, on a vu que c'était plutôt bon, la qualité, on voit qu'il y a un peu match sur le sujet, et des données de référence produits et de l'offre. Et avec une ambition qui est de simplifier et de fluidifier la mise à disposition des données dans les SI en agissant sur toute la chaîne du fournisseur au client final. Tout à l'heure, dans mon explication, je parlais du chemin du produit jusqu'au magasin. C'est un des éléments très importants dans le discours que j'ai vis-à-vis de mes équipes, c'est de leur montrer le sens complet de notre action. Notre action, elle va jusqu'au bout, elle va jusqu'au point de vente. Et donc, c'est l'intérêt d'avoir des données de qualité qui assurent cette fluidité tout au long du principe. Et là, voilà, les deux managers ont défini leur cap en disant, finalement, qu'est-ce que nous voulons faire ensemble ? Et à partir de là, on peut décliner, on peut travailler.
Alors, du coup, ça c'est l'idée, mais concrètement, Nicolas, comment on fait pour embarquer les collaborateurs? Alors, on a travaillé sur des ateliers ciblés, donc comme je disais tout à l'heure, choisis en fonction des conclusions du diagnostic. Comment ça s'est passé? En fait, ces ateliers, ils nous ont permis de découvrir les concepts de manière ludique, ensuite de mettre en pratique les principes sur des cas concrets, et enfin d'identifier des leviers d'amélioration. En fait, ça a été un moment important parce que ça a permis des prises de conscience au sein des équipes, et je pense notamment à l'atelier Cocotte, qui correspond à une usine de fabrication de cocottes en papier. Suite à cet atelier, on a un manager qui nous a dit, en fait, j'ai appris quelque chose, c'est que c'est contre-intuitif, mais finalement, pour aller plus vite, il faut ralentir. Donc c'est un atelier qui nous a permis de se référer par la suite à ce qui s'était passé et qui a été important dans l'instauration d'une certaine confiance. Laurent, est-ce que tu peux nous parler de l'OBEA? Alors, pour remettre en contexte, j'ai accompagné pas mal d'équipes opérationnelles par le passé, c'est-à-dire les collaborateurs, les managers, avec de belles dynamiques, des résultats rapides, mais parfois une cruelle désillusion, c'est-à-dire qu'en revenant 6 mois après, je m'apercevais que la belle dynamique s'était effondrée, que le dispositif d'amélioration continue, il avait été soigneusement rangé dans un coin, et que les équipes avaient remis la tête dans le guidon et étaient bien à l'abri d'avoir des initiatives d'amélioration. Un des motifs qu'on avait identifié, c'était le décalage en termes de pratique et en termes de culture qu'un accompagnement Lean pouvait générer dans une équipe par rapport à son écosystème, et notamment par rapport à l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Donc comment on a répondu à ça? On se dit en fait ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit dans cette même transformation. Et donc la réponse, ça a été la mise en place d'une OBEA. Donc l'OBEA, c'est quoi? L'OBEA, c'est un rituel hebdomadaire. Dans le cas de l'Adminco, on l'a simplifié, on l'a juste limité à 2 panneaux, la gestion de la performance et de la production et le suivi des initiatives d'amélioration. Et toutes les semaines, tous les membres de l'encadrement, y compris Eric, partagent ensemble, voient ensemble ce qui remonte du métier, voient les problèmes, partagent les analyses, la compréhension des problèmes, partagent les initiatives d'amélioration et ils apprennent ensemble. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de faire monter en compétence tout le monde et de manière homogène. Donc il y a 3 mots-clés qu'on a pu voir au fur et à mesure de ces semaines d'OBEA, c'est clarté, confiance et collaboration. La clarté, c'est est-ce qu'on est en train de réussir ensemble? Quels sont les problèmes à résoudre? Et finalement, est-ce qu'on est en train de travailler sur les bons indicateurs pour générer le questionnement? La deuxième, c'est la confiance. Donc c'est ce qui s'est développé petit à petit au fur et à mesure des semaines entre les managers, et ça a été favorisé par la transparence sur les indicateurs, et notamment la charge de travail et le moral des équipes. Et aussi, ça a été renforcé par l'implication du sponsor. Et la dernière dimension, c'est la collaboration, donc à travers la résolution de problèmes. En fait, on a une manager lors du bilan qui nous a dit au début, c'était pas évident, et puis à la fin, on s'est pris au jeu. Alors, dans ce qu'on avait vu dans le bilan, dans le diagnostic, c'est qu'il y avait énormément de sujets qui venaient de l'amont. On était dans une période où il y avait relativement peu d'activité et donc il n'y avait pas tellement de friction entre les deux équipes. Néanmoins, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un indicateur qui est en sortie d'activité, qui est le respect des dates de livraison. Il est au vert, mais il ne nous dit rien de ce qui se passe à l'intérieur des boîtes noires. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le projecteur à l'intérieur des boîtes noires. Donc on a juste placé quelques indicateurs, dont un indicateur qui est essentiel dans le Lean, mais qui pour autant, dans les métiers de back-office, n'est pas forcément un indicateur qui est suivi, qui est un indicateur de stock. Alors un stock, c'est quoi? Un stock, c'est un flux qui s'est arrêté. C'est un flux qui attend, qui ne bouge plus. Et donc en termes de fluidification, de fluidité, ça ne répond pas franchement aux objectifs de ce qu'attendait Eric. Et donc, c'est un excellent indicateur pour voir les problèmes qui se posent dans le flux de production. Donc, on a changé en fait le prisme des équipes. Au lieu de voir et de réfléchir et d'organiser l'activité par date et par lot, on leur a proposé de regarder leur activité
comme un flux et de réfléchir et de la mesurer au travers de ces indicateurs de stock. Donc on arrive au PDCA. Là, on vient de parler de l'EBIA. Il faut imaginer que l'EBIA, c'est un peu comme la carrosserie d'une voiture. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. En revanche, ce qui fait avancer la voiture, c'est le PDCA. Le PDCA, c'est le moteur de Lean. Donc on commence par la phase plane. Alors, on aurait pu vous mettre la photo d'Albert Einstein qui en pose la question: Albert, si vous aviez 1 heure pour sauver le monde, que feriez-vous? Et Albert de répondre: je passerai 55 minutes à comprendre le problème et 5 minutes à trouver la solution. Pourquoi cette image? Donc une image mentale, parce que vous ne la voyez pas. C'est parce que c'est clairement la phase la plus importante. On sort complètement du mode la solution, bonne idée. Alors on peut avoir de la chance, occasionnellement ça peut marcher, mais si on veut avoir des résultats, mieux vaut comprendre l'origine des problèmes. Le deuxième pourquoi, c'est que pour comprendre l'origine des problèmes, on va mettre en place une technique, une pratique totalement scientifique. Donc la première étape du plan, c'est de définir le problème étant un écart entre une situation souhaitée et une situation observée. Donc là, on voit l'augmentation très forte du stock en fin d'année 2024, sachant qu'on avait positionné un seuil de vigilance qui correspondait à 2 jours de charge pour voir justement, pour pouvoir détecter toute augmentation du stock. Eric, est-ce que tu peux nous parler des impacts de ce problème sur les équipes? Alors évidemment, le premier impact, c'est le stress maximal pour les équipes, de voir effectivement ce stock qui monte, et puis une tension entre les deux équipes, puisque du coup, l'équipe d'à côté, vous avez compris le lien entre les deux équipes, l'équipe d'après, finalement, a le sentiment que d'un côté, tout est bloqué, puisqu'on a ce stock qui arrive, et puis finalement, un volume qui n'arrive pas dans l'équipe suivante. Et donc, l'un des enjeux, c'est comment on fait pour casser cette montagne qu'on a l'impression de subir énormément. Alors pour casser la montagne, il y a une démarche scientifique, je vous rassure, vous l'avez tous maîtrisée, jusqu'à ce que vous rentriez dans l'âge des réponses toutes faites et des certitudes, c'est-à-dire jusqu'à 4, 5, 6 ans éventuellement. C'est la démarche des 5 pourquoi. Alors un stock, c'est un déséquilibre entre un volume qui rentre et un volume qui sort. Quand on a été regarder ce qui se passait, le volume qui sortait de la première équipe, il était toujours le même que pendant les semaines précédentes. Par contre, le volume en entrée, lui, était beaucoup plus important, d'où la création de ce stock. Alors pourquoi le volume en sortie n'augmentait pas, alors que les effectifs présents auraient pu permettre d'augmenter le nombre de livraisons? Parce qu'en fait, l'équipe, comme elle raisonne par date butoir, ce qui venait d'arriver, ce n'était pas pressé, ce n'était pas urgent. Et donc, les personnes étaient affectées sur d'autres activités. Et pourquoi, en fait, elles n'étaient pas affectées sur cette activité-là qui commençait à devenir de plus en plus critique? Parce qu'elles n'avaient pas forcément la pleine conscience de son propre stock qui augmentait au jour le jour. Et surtout, elles n'avaient pas du tout la vision du stock de l'équipe suivante, celle qui attendait. Ça, c'était la première cause. La deuxième cause, c'est qu'il y avait un certain nombre de dossiers qui n'étaient pas livrés. Alors un dossier, en gros, c'est une enveloppe dans laquelle il peut y avoir une fiche produit à créer, comme il peut y en avoir 250. Et donc les gros dossiers n'étaient pas livrés parce que la pratique, c'était de ne les livrer qu'une fois qu'ils étaient terminés. Donc une pratique par lot. Et cette pratique par lot, associée à la pratique par date butoir, c'était vraiment un mode de gestion de l'activité qui était générateur en fait, de rupture et d'à-coups. Enfin, il y avait un certain nombre de dossiers qui étaient bloqués et qui ne pouvaient pas être finalisés parce qu'il y avait des incohérences sur les données. Eric vous a parlé de l'importance de la qualité, donc on a des personnes qui sont garantes de cette qualité, et donc ils étaient en attente de réponses de tiers, et notamment sur un sujet. Donc ils ont fait une analyse des dossiers bloqués. Ils ont vu que la tête de Pareto, donc la cause la plus fréquente, c'était sur les incohérences de taxes. Et on va voir après ce qu'ils ont mis en place. Mais tout ça, ça faisait qu'on avait énormément de fiches qui étaient bloquées.
Est-ce que tu peux nous parler de la première contre-mesure qu'on a mise en place? Alors la première contre-mesure, c'est voir. Voilà, c'est faire en sorte que les équipes aient la visibilité au quotidien sur ce qu'elles ont à traiter, donc elles mettent en place ce qu'on appelle leur management visuel. Et leur management visuel avec des données chiffrées. Et qu'elles intègrent dans ce management visuel, pas simplement les données qui les concernent, donc qu'est-ce qu'elles ont comme stock, quelles qu'elles peuvent livrer aujourd'hui et quels objectifs elles se donnent, qu'est-ce qu'elles ont réalisé hier, est-ce qu'elles ont atteint l'objectif et sinon pourquoi, mais qu'elles regardent aussi le stock de l'équipe suivante. Et à partir du moment où elles ont eu tout ça en visibilité, le point du matin, c'était plus du tout le même, les priorités de l'équipe, c'était plus du tout les mêmes. Alors, c'est une phrase que je dis souvent à mon équipe, ce sont ceux qui font, qui savent. Et ça, c'est une conviction qui est très forte. C'est d'autant plus vrai que moi, je ne fais pas le métier de mon équipe et je ne le connais pas en détail. Et donc, les gens qui sont les plus à même de le challenger et de trouver des solutions, c'est eux. Et devant ce diagnostic que l'on n'avait pas, qu'ils n'avaient pas, finalement, ils ont été à même de trouver les réponses aux questions posées. Donc, vous allez voir, les réponses, elles sont souvent simples, mais c'est souvent les réponses simples qui sont les plus intelligentes. La première question, c'est finalement envoyer des fiches produits. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir conçu le catalogue de jouets de Noël pour envoyer toutes les fiches produits du jouet de Noël, 4000 produits? Bah non, peut-être que si on envoie par petits bouts, c'est plus facile pour l'équipe suivante. Si on fait des livraisons, des mises à disposition d'informations, tout simplement, ça va plus vite et ça permet l'équipe d'après de continuer à travailler sans rupture de charge. Donc c'est la notion de livraison partielle. Et puis il y a d'autres solutions. L'autre solution, c'est finalement comment on s'organise et comment on travaille. Et là aussi, c'est intéressant. On a parfois des pratiques qui peuvent être contre-intuitives. Et là, les équipes nous ont montré un certain nombre de choses. C'est finalement, le matin, j'arrive, je vais prendre les dossiers les plus compliqués. Oui, mais pendant que tu fais ça, l'équipe d'à côté attend les éléments. Fais plutôt l'inverse. Commence par les dossiers qui sont les plus simples, ceux qui fonctionnent tout seuls, ça où tu as tous les éléments, tu as toute la complétude des données. Et donc là, effectivement, ceux-là, tu les envoies, l'équipe d'à côté peut travailler. Et toi, pendant ce temps-là, tu as le temps pour traiter les sujets compliqués. Bon, les sujets compliqués, c'est la gestion des taxes. Voilà. Bon, même si vous êtes loin de nos activités, vous voyez que le gouvernement est parfois très créatif sur les taxes. Voilà, cette année, on a eu les taxes sucre qui sont arrivées en cours d'année. Tout ça, c'est une sacrée transformation que les équipes doivent gérer au quotidien. Et donc, se dire, traitons les choses rapidement. Et puis de l'autre côté, on prend le temps pour traiter les sujets plus importants. Voilà, c'est du changement de pratique. Et puis on peut continuer aussi comme ça. Je pense que si tu peux passer sur la slide suivante, c'est aussi par le biais du Kaizen, finalement, faire des petits pas et des améliorations ensemble. Et là, alors, sans rentrer dans le détail, c'est quand on crée des box produits, je ne sais pas si ça vous parle, c'est quand vous voyez dans le magasin des box avec plusieurs produits différents. On a beaucoup ça en parfumerie, etc., où on a plusieurs références. Tout ça, il y a une codification qui est très particulière. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de codification. Et en fait, en regardant les uns les autres, ce que les équipes ne faisaient pas forcément auparavant, on s'est rendu compte que la collègue d'à côté, elle avait une bonne pratique, et que cette bonne pratique, elle permettait de gagner du temps. Donc, c'est pas un grand soir, on n'a pas changé fondamentalement la façon de faire, mais avec ce petit bout d'action, finalement, on a un effet majeur sur la simplification et puis la vie, tout simplement, qui s'améliore quand on fait ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est les collaborateurs. Puis il n'y a pas que les collaborateurs, il y a aussi ce que nous, on peut observer en tant que manager. Et je crois que c'est intéressant de passer, aux slide suivante pour montrer effectivement ce qu'on peut observer quand on regarde les gens travailler. Alors ça, c'est la fiche produit. C'est le support de saisie des informations dans le référentiel. Donc il faut savoir qu'avant, c'était un document papier qui a été dématérialisé à l'identique au moment du Covid. Donc vous voyez que c'est un document qui est très haut, donc les personnes ont besoin de scroller pour pouvoir se balader dans le document. Et le spaghetti de flèche rouge que vous observez, ça correspond au mouvement des yeux pour saisir les données. Donc c'est très inconfortable, très peu ergonomique et fatigant pour les personnes qui l'utilisent. Ce qu'ont fait les équipes, c'est qu'elles ont travaillé avec un UX designer et un développeur pour créer une nouvelle version de la fiche produit. Alors peut-être que vous ne la trouvez pas beaucoup plus jolie, et pourtant les équipes l'adorent, parce qu'elle leur permet de saisir avec beaucoup plus de confort.
Et en fait, les données sont dans l'ordre de saisie du référentiel, ils peuvent saisir par bloc. Et en plus de ça, le temps de saisie a été divisé par 3. On est passé de 3 minutes à 50 secondes. Donc les retours des équipes, c'est super pratique. Et on gagne encore plus de temps car l'outil ouvre toutes les fiches en parallèle. Il faut savoir quand même que pour vous donner un ordre de grandeur, une personne peut saisir jusqu'à 200 fiches produits par jour. Donc ça a un impact considérable. Quels ont été les résultats, Eric? Alors, les résultats, je m'arrête juste 2 secondes sur ce qu'on vient de voir sur la fiche produit, parce que c'est intéressant dans notre réflexion collective. On l'a assez vu de vue, ce travail que faisaient les équipes et qui n'était pas très, très opérationnel ou très simple à mettre en œuvre. La réflexion collective des managers était de dire, bah oui, mais on fait ça depuis longtemps. Et on fait ça comme ça depuis longtemps. Et donc, cette remise en cause du pour longtemps, depuis longtemps, est pour moi riche d'enseignements. Et le fait de montrer à nos équipes qu'on est capable de les aider à changer, à transformer, c'est des éléments qui permettent de donner du sens. Alors, justement, ça donne quoi comme résultat? Donc voilà, excuse-moi, je reviens un peu en arrière. Ça donne quoi? Toutes ces actions-là, en fait, la productivité, la production, a fait x3 au niveau effectivement des équipes. Et x3 avec les mêmes effectifs, dans le même temps de travail, etc. etc. Simplement en apportant toutes ces petites briques qui ont permis cette amélioration. Le stock, il a baissé. Et le stock est aujourd'hui globalement sous contrôle, malgré les pics et les variations de volume qui sont liées aux saisonnalités produits. Et cet impact de stock est tout simplement le fruit de toutes ces actions où chacun regarde les sujets dans un ordre et avec un regard qui est complètement différent de celui que l'on avait auparavant, dicté par les dates. Et donc, c'est la dernière partie du PDCA, le acte et les apprentissages. Donc, pour la partie acte, en fait, les différentes actions ont prouvé leur efficacité. Et donc, elles ont été adoptées par les équipes. Et au niveau des enseignements, c'est la combinaison du pilotage, de la mise en flux, du Kaizen, qui a permis d'aboutir à des résultats significatifs. Et donc, la qualité de vie au travail, voilà, c'est une des meilleures preuves que l'on peut apporter de l'impact sur les équipes de cette transformation de travail et de collaboration. C'est l'évolution du NPS. Donc, on voyait tout à l'heure qu'en début d'année dernière, ce NPS était à 12. Les mêmes équipes, avec la même activité, avec la même volumétrie d'activité, est passé de 12 à 58. Donc un changement absolument fantastique de transformation de la part des équipes qui disent aujourd'hui, finalement, tiens, c'est bizarre, on n'est plus débordé. En fin de compte, on peut être plus efficace en s'organisant mieux, en partageant, en travaillant ensemble. On est devenu autonome, on est nous-mêmes en capacité d'apporter des solutions aux problématiques auxquelles on rencontre. Voilà, et donc effectivement, c'est au-delà du mode d'organisation et de la production, il y a un impact assez visible sur la perception des équipes. Et je vais vous apprendre sans doute un scoop, c'est que quand la qualité de vie au travail, quand les conditions de travail s'améliorent, la performance s'améliore et donc on s'inscrit dans un cercle vertueux qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on l'a vu juste avant, les équipes se sentent beaucoup mieux pour un travail qui est équivalent. Alors les enseignements. Le premier enseignement, c'est changer de prisme. Changer de prisme pour faire apparaître de nouvelles marges de manœuvre ou des marges de manœuvre qu'on ne voyait plus. C'est ce que nous a montré Laurent tout à l'heure, qu'on est passé d'un prisme planning à un prisme flux. Ça a permis de faire apparaître un nouveau potentiel d'amélioration. Le second enseignement, c'est le paradoxe entre cadre et liberté. Le cadre, c'est tout le dispositif d'accompagnement qu'on a mis en place avec l'Étoile du Nord, l'OBEA, les ateliers ciblés. Ça peut paraître assez contraignant comme ça, et pour autant, c'est ce qui a permis de créer des espaces de liberté, de créativité et d'autonomie. Et le troisième enseignement, c'est la transformation des petits matins, par opposition au grand soir dont parlait Eric tout à l'heure. Les équipes n'ont pas attendu la mise en place d'un nouveau système d'information, d'une réorganisation dans plusieurs mois. Elles ont travaillé jour après jour sur des petites améliorations, et pour autant, ces améliorations ont eu un impact considérable. Laurent, pourquoi tout ça a fonctionné?
Alors, quand on parle de Lean, on a tendance à parler de démarche, de méthode, de boîte à outils. Notre approche, c'est de le considérer comme un système. Et un système, ça a plein de dimensions. La première dimension, elle est managériale. Et elle est nécessaire. C'est l'implication du sponsor. Si le sponsor n'explique pas régulièrement pourquoi c'est important pour lui, pourquoi c'est important pour l'entreprise et ses équipes, ça ne deviendra pas important pour ses équipes. Ça se traduit aussi, tu en as parlé, par la confiance. Eric, il nous a donné sa confiance a priori. Et sa confiance a priori, c'est un capital. Charge à nous de le faire fructifier. Et charge à nous de faire en sorte que la confiance se développe. Ça a vraiment été un des mots-clés. Il y en a une autre dimension qui est la bienveillance, avec le droit à l'erreur. Quand on teste de nouvelles choses, ça ne marche pas forcément tout de suite. Il n'y a jamais eu la moindre dramatisation dans les OBIA. Voilà. Tout le monde s'est senti en sécurité psychologique. Voilà. C'est un des piliers du socle. Donc un sponsor impliqué, c'est clé. La deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est faire monter en compétence tous les acteurs de manière homogène, de manière à avoir un alignement. Il y en a un autre, c'est les résultats concrets et rapides. S'il n'y a pas de résultats, les équipes, elles s'essoufflent. Donc l'objectif initial, c'est vraiment de trouver, alors pas forcément des quick wins, parce que ce qu'on a fait sur la gestion des stocks, ça n'allait pas de soi, ce n'était pas franchement un quick win, néanmoins les résultats ont été rapides, et il y a une vraie fierté de la part des équipes qui prennent, elles, confiance en la démarche, en la méthode, et qui se l'approprient. Alors, je vais vous partager quelques convictions derrière ce qu'on vient de vivre. La confiance, ça se donne, mais c'est ce que j'ai fait vis-à-vis de mon équipe, mais surtout, ça se gagne. Et pour moi, c'est la brique la plus importante du dispositif, c'est effectivement faire confiance. Ça, on peut le savoir le faire. C'est faire en sorte que les équipes vous fassent confiance. Ça, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande une constance importante dans le discours qu'on tient et dans la posture qu'on a vis-à-vis des équipes. Et si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc ça suppose qu'on fait confiance à son équipe. Alors pour moi c'était facile, l'administration commerciale n'est pas mon métier de base, donc j'avais pas trop d'alternatives à faire confiance à mon équipe puisqu'ils étaient de toute façon plus compétents que moi. Mais indépendamment de ça, cette posture-là elle est importante, c'est effectivement ceux qui font savent. Et ça veut dire qu'il faut que chaque manager, et moi je l'ai joué comme ça, joue bien son rôle et pas se mettre à la place des équipes et laisser à chacun le soin de prendre la parole et de s'exprimer et d'apporter lui-même les solutions. Le deuxième point, ça demande beaucoup d'énergie. C'est challenger le statu quo. En fait, voilà, on peut se l'appliquer dans beaucoup de domaines, mais le c'était mieux avant, hein, qu'on a tous entendu ou qu'on entend tous régulièrement, il faut être sérieusement ancré pour se battre contre et expliquer que c'était mieux avant, eh ben c'est pas vrai et que c'est pas comme ça que les choses se construisent. Et donc il faut être en capacité de bousculer les choses. Il faut avoir de l'ambition. Bon, par écho à des choses qui se sont passées récemment, hein, ce que je dis à mon équipe, c'est avant d'essayer de monter l'Everest, essaye la colline d'à côté. Voilà, il faut être ambitieux et réaliste en mettant des indicateurs. La notion de mesurable est effectivement un enjeu important. Tous les indicateurs qu'on vous a partagés là, ce qui est une grande leçon aussi pour moi, ce sont les équipes qui les ont mis en place et ce sont les équipes qui les ont trouvés, ces indicateurs. Et je pense d'ailleurs, après, avec expérience, c'est que si moi-même, dès le début, j'avais dit il faut mettre des indicateurs sur de la performance, sur du nombre de fiches, sur ce type d'indicateurs, je pense que j'aurais bloqué le système. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne regarde pas cet indicateur-là. D'abord, je le regarde, mais moyennement, parce que de toute façon, avec l'amélioration que est en train de faire tous les jours mon équipe, ces indicateurs-là sont en permanence en train de s'améliorer. Donc je ne vais pas m'arrêter sur un niveau qui de toute façon ne voudra pas dire grand-chose. Et puis, le dernier point, Laurent, il faisait référence tout à l'heure, c'est le mot magique, hein, c'est ce que lui m'a appris quand on a commencé à travailler ensemble en me disant jusqu'à 5 ans, il y a un mot qu'on a beaucoup pratiqué, c'est pourquoi. Voilà. Et puis depuis, on l'a un peu oublié. Alors moi, en OBEA, j'ai un boulot extraordinaire. On me présente des indicateurs. J'ai un seul mot à utiliser.
Pourquoi? Voilà. Et avec ce mot-là, pourquoi? Et parfois, on n'a pas la réponse. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce qu'il y a un point, l'obéa suivante. Et donc, on a l'occasion de revenir. Et donc, c'est aussi une façon de dédramatiser et aussi de faire confiance. Puis, je terminerai juste pour dire que mon grand plaisir, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, grâce à vous, messieurs, mon équipe, vous avez compris que c'est des équipes opérationnelles qui sont des opérateurs de saisie pour beaucoup de sujets, pour beaucoup de problématiques, sont venus expliquer eux-mêmes toute cette démarche-là à une partie du comité de direction de la coopérative U, donc des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole et qui ont expliqué en quoi, finalement, toute la démarche leur avait permis d'améliorer leur production, d'améliorer leur bien-être et de construire de nouvelles choses. Et ça, au-delà de toutes les démarches du monde, c'est ça qui est le plus important. Donc en fait, le Lean, ce n'est pas des tableaux de bord, bien sûr il y en a, mais c'est surtout finalement une appropriation de la part des équipes. Donc la suite, pour nous, on a traité une partie du domaine d'activité. On va continuer puisque tous les domaines de l'administration commerciale vont être accompagnés de cette façon-là. Et puis tout à l'heure, Laurent me posait la question, mais comment on fait jouer les autres acteurs dans notre démarche Lean? Aujourd'hui, les autres acteurs, donc les équipes achats, viennent nous voir en disant votre truc, ça a l'air vachement bien, on a envie de jouer avec vous. Donc voilà, on a plutôt réussi notre action. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.